Bonjour à tous, vous êtes beaucoup, c'est impressionnant. Moi je vais vous parler de Dailymotion, de la refonte de notre produit et de manière très complémentaire mais au hasard, exactement ce qui se passe après ce qu'a présenté Marie, c'est-à-dire l'exécution. Déjà, quelle est notre vision aujourd'hui, quelle est l'exécution qu'on a et comment surtout notre organisation s'est adaptée à différentes phases de projet qu'on a eues. Donc c'est vraiment un retour d'expérience sur l'année qui vient de se dérouler et les succès qu'on a eus, mais aussi les échecs et les réorganisations qu'on a dû mener. Je vais déjà commencer par me présenter, moi c'est Jean-Loup. Je suis chez Dailymotion depuis un an. Je suis arrivé en janvier 2017. J'ai commencé ma carrière chez Octo Technologies. J'étais stagiaire développeur et j'ai fait pas mal de développement. Et ensuite, on a créé la première offre produit, je pense que c'était en 2009, et j'étais le premier consultant product owner. À ce moment-là, on bluffait un peu quand on disait product owner parce que, je veux dire, j'ai découvert un petit peu le métier via ces missions-là, mais j'ai eu l'opportunité de faire une bonne mission à la SACEM où j'ai beaucoup appris sur le product management. On appelait ça, pour tout vous dire, la MOA agile, parce que ça fitait bien aux organisations. J'ai évolué pas mal dans le produit et dans la compréhension, on va dire step by step, en m'inspirant de littérature, etc. Et ensuite, on a eu l'opportunité de créer en incubation une start-up au sein d'Octo, une solution d'App Store privé qui s'appelle Appaloosa Store. Je ne sais pas si certains connaissent, mais en tout cas, c'est pour déployer des applications mobiles pour nos clients à la base, pour nous en interne. Et puis finalement, on l'a vendu en SaaS et c'est devenu un beau produit aujourd'hui qui fonctionne bien. Et donc j'ai fait du mobile. Là, comme on est chez Octo, on code encore beaucoup. Mais moi, j'étais responsable plutôt de la partie produit. Après ça, on arrive vers 2014, j'arrive chez Mythic. J'ai fait 3 ans chez Mythic. Je suis arrivé dans une phase d'internalisation des développements. Tout était fait en externe et je suis arrivé pour monter l'équipe en interne. Et donc en 2014 et fin 2016, on est monté sur une équipe d'une vingtaine de personnes en mettant en place les systèmes d'agilité, avoir le produit et les techs ensemble avec le design et travailler ensemble. Ce qui m'amène à Dailymotion. Où je suis arrivé, donc aujourd'hui je suis VP Product chez Dailymotion. On a dans l'équipe Product la responsabilité de l'ensemble des touchpoints que voient nos clients finaux. Donc on est vraiment sur la partie B2C de Dailymotion. Donc c'est le site web, les sites web mobiles, les applications natives, applications console, applications télé, tous les clients quand ils voient Dailymotion, derrière c'est notre équipe qui avons la charge de développer ça. Donc on est une trentaine de personnes au sein de l'équipe et je vais vous expliquer l'histoire un petit peu de l'organisation de cette équipe sur 2017, ce qu'on a changé et ce qu'on a regardé. Alors, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, je vais vous donner le volume global de l'audience aujourd'hui chez Dailymotion, c'est 300 millions de visiteurs uniques par mois et ça de manière globale, c'est partout dans le monde. On a un catalogue d'une centaine de millions, de plusieurs centaines de millions, j'imagine, de vidéos. Et chez Dailymotion, j'imagine que peut-être pas grand monde y va aujourd'hui, mais il y a de tout et de rien. On trouve un petit peu de tout. Donc ce marché-là, bien sûr, tout le monde, quand je dis que je travaille chez Dailymotion, tout le monde me dit hey, face à YouTube, face à YouTube, face à YouTube. Face à YouTube, Dailymotion n'est pas un concurrent. Aujourd'hui, pour YouTube, on n'existe pas et on doit se définir et se positionner d'une certaine manière. C'est ça qu'on a défini en tant que vision, comment se positionner sur ce marché-là, comment ne pas concurrencer YouTube, comment trouver notre cible. Et tout ce qu'a décrit Marie dans la définition de notre vision, c'est exactement ça. Donc des focus group, des interrogations, des solutions qualitatives qu'on trouve via des utilisateurs. Et ce qui m'a marqué chez Dailymotion quand je suis arrivé, c'est qu'on a une vision qui est quelque part vécue, partagée et que les gens, quelque part, sans se le dire, comprennent tous. On est tous focalisés sur délivrer cette nouvelle vision. Et en fait, ça s'est passé via vraiment beaucoup de communication interne sur la définition de notre positionnement, quelles étaient les contraintes, pourquoi on veut le faire. Et on arrive à refondre notre produit en 2016-2017. Donc ici, je vous donne encore quelques chiffres sur le fait qu'on est global.
J'ai trouvé, en préparant les slides, une quote que je trouve très intéressante. C'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre une vision et une exécution. C'est-à-dire qu'une vision sans exécution, c'est juste un rêve. Et j'ai vécu aussi des projets où on avait de l'exécution sans vraiment avoir de vision, et on a l'impression qu'on brasse de l'air en fait, et ça devient un peu un cauchemar au bout d'un moment. Donc c'est vraiment la combinaison entre une vision et une organisation qui exécute parfaitement qu'on cherche à avoir, et c'est vraiment le but de cette présentation. Donc ça c'est la partie marketing, où je vais vous expliquer quel est le nouveau Dailymotion et quelle est cette vision, et ensuite je vais vous expliquer comment on s'est organisé. Donc le nouveau Dailymotion, c'est comprendre qu'est-ce qu'on était avant, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, et trouver finalement un marché sur lequel on va se positionner et sur lequel on pense qu'on a un potentiel de growth. On se focalise aujourd'hui chez Dailymotion sur ce qu'on appelle du contenu premium. Du contenu premium, c'est du contenu de partenaires qui fournissent du contenu de qualité autour de 4 verticales, donc l'entertainment, les news, le sport et la musique. Donc quand on dit ça, qu'est-ce que ça change dans notre produit? C'est que auparavant, là on arrivait chez Dailymotion et comme je vous disais on trouvait tout et rien. Aujourd'hui, quand on arrive chez Dailymotion, on va trouver des vidéos de qualité autour de ces 4 thématiques. Ça, comment on le fait? On signe avec des partenaires clés autour de ces sujets-là. J'ai mis quelques logos ici. Et l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure expérience possible pour ces partenaires pour qu'ils uploadent du contenu. Et nous, faire en sorte de surfacer ce contenu de la meilleure façon possible pour nos utilisateurs et mettre en valeur ce contenu auprès des clients finaux. Donc les utilisateurs finaux, comme je vous le disais tout à l'heure, ils consomment Dailymotion sur l'ensemble des canaux. Et l'exercice qu'on a dû faire sur 2017, c'est de réinventer Dailymotion et recréer un produit Dailymotion, donc en termes d'UX, en termes de design, en termes de surfacing de notre contenu avec des algorithmes, en termes d'expérience utilisateur sur l'ensemble de ces canaux, c'est vraiment d'avoir une expérience cohérente pour surfacer ce contenu-là, et quand les gens se connectent sur la télé ou sur le téléphone, ils retrouvent quelque part cet univers et retrouvent le contenu qu'ils sont venus chercher. Donc ce positionnement entre une expérience utilisateur premium et un contenu premium, ça nous permet aussi de viser une certaine catégorie d'utilisateurs qui est plus tout le monde, mais qui se situe plutôt autour de 25-49 ans, des personnes qui sont intéressées par ces 4 verticales-là, et qui seront pour nous plus simples à monétiser parce qu'on comprend leurs intérêts, on comprend les vidéos qu'ils consomment, et on comprend quelle est la pub qu'il faut qu'on mette en face. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le business model reste le même, c'est-à-dire que c'est des vidéos gratuites qui sont consommées, et ensuite on monétise grâce à la pub. Donc, maintenant que je vous ai posé un peu le contexte de vision, je passe à l'exécution, à l'organisation des équipes et comment on est structuré. Donc ça, c'est une matrice de l'organisation aujourd'hui du Product Engineering chez Dailymotion. C'est à peu près 200 personnes. D'accord ? On a un CTO qui est CPO, c'est-à-dire qu'il a la double casquette tech et produit. Et lorsqu'il a recruté, il a cherché des personnes typiquement comme moi qui avons la double casquette aussi tech et produit. Donc nous, User Product, on est le petit carré ici, là, User Product. On s'occupe de la partie B2C. Vous avez d'autres... ce qu'on appelle Product Tribe, donc on est en Tribe, je rentrerai dans le détail après. En Tribe, on a les Partner Tribe qui sont la partie B2B et qui, eux, prennent soin de nos partenaires pour, par exemple, faire une interface d'upload qui va bien, pour accéder à leurs statistiques, pour accéder à la monétisation, etc. Comme exemple, on a aussi la Tribe Data, c'est vraiment une tribe de data scientists, de data engineers qui travaillent sur les algorithmes, le search, la recommandation, et sur justement comment surfacer le contenu, comment comprendre nos utilisateurs, comprendre ce qu'ils recherchent, et que les algorithmes poussent les vidéos qui peuvent les intéresser. Ensuite, on a une tribe player qui est vraiment focalisée sur le développement du player, qui est un player HTML5 et qui est utilisé, et ça c'est un peu spécifique chez nous, par l'ensemble de nos applications. Donc les applications natives aujourd'hui utilisent le player HTML5, et donc tout le développement est centré au sein de cette tribe-là, d'une quinzaine de personnes. Ils sont entre Sophia Antipolis et Paris, et ils ont vraiment la responsabilité du player.
Ensuite, on a le product design qui est vraiment transverse à l'ensemble des product tribes. C'est à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent entre UX designer, UI designer, user researcher, visual designer. Voilà, il y a plein de spécialités. Et ils vont être dédiés par projet à certains projets et ensuite ils vont naviguer d'un projet à l'autre. En dessous, vous avez les product enablers, c'est vraiment les tribes plutôt Ops, DevOps. Bien sûr, on est chez Dailymotion, donc on a une tribe vidéo architecture qui s'occupe du hosting des vidéos et de faire en sorte qu'on puisse streamer des vidéos partout dans le monde. Sur le côté, vous avez la tribe orchestration, puisque pour gérer 200 personnes et faire en sorte que ces tribes-là collaborent parfaitement, on a une tribe orchestration qui est là pour justement venir aider, faire en sorte de définir bien les priorités et faire en sorte que toute l'énergie elle est focalisée au même endroit. Le découpage, et ça, je vais vous expliquer le découpage au sein d'une tribe. Donc chez User Product, c'est à peu près une trentaine de personnes. On a 3 squads, et donc c'est à peu près des squads d'une dizaine de personnes, pluridisciplinaires, qui travaillent ensemble pour délivrer de la valeur sur le produit. Et ensuite, les chapters. Les chapters, c'est au sein des squads qui sont pluridisciplinaires. Vous avez des dev iOS, des dev Android, des product, des growth analysts. La chapter rassemble un espèce de skill set, c'est-à-dire des personnes qui partagent les mêmes intérêts et par exemple il y a un chapter iOS, un chapter front-end. Les rôles au sein de la tribe, on va commencer par le tribe lead qui est moi. Je suis là pour gérer, manager les 30 personnes et faire en sorte justement d'organiser de la meilleure façon possible pour avoir de l'impact sur le produit. On a des product managers, et donc là on a Audrey et Morgane qui sont au fond et qui se cachent, qui travaillent avec moi au sein de la tribe pour définir le produit, creuser les différents projets et creuser surtout l'impact qu'on peut avoir sur les projets, que peuvent avoir les projets sur notre growth. Les Squad Masters sont là pour faciliter et c'est vraiment les responsables opérationnels au sein des squads. C'est eux qui gèrent le backlog, c'est eux qui gèrent la méthodo et c'est eux qui gèrent l'ensemble des rituels. Et enfin, Chapter Lead Member, c'est vraiment les développeurs au sein des équipes. Et voilà les différents rôles qu'on a au sein de notre tribe. Donc là, on rentre dans le vif du sujet qui est basé sur cette vision et toute cette conception qu'on a faite. Quelles sont les différentes phases qu'on a eues pour lancer ce nouveau Dailymotion? Et donc, on aurait pu se dire, voilà, ça y est, on a défini notre vision, on fait un long tunnel de 2 ans pour définir le truc, le sortir et voir ce que ça donne. On a décidé de sortir du bois le plus rapidement possible avec un MVP, donc qui est un set de features minimales qui permettait de confirmer que notre nouveau positionnement fonctionnait ou pas. Donc, le fait qu'on ait 300 millions d'utilisateurs partout dans le monde, c'était compliqué pour nous de sortir en itératif, c'est-à-dire de faire évoluer le produit petit à petit, surtout que notre nouveau positionnement n'était pas orthogonal, mais était un gros shift dans notre produit par rapport au produit précédent. Donc il s'est passé toute une phase de conception et de développement du MVP dans une première phase, et une deuxième phase qui démarre depuis quelques mois et qui va durer sur 2018, qui est la phase de réajustement par rapport à ce qu'on a appris de ce MVP et comment maintenant on va petit à petit rediriger notre produit pour matcher malgré tout la vision. Donc ce MVP, c'est une target à l'été 2017 qu'on s'est fixé avec une réflexion qui a démarré 1 an avant, en juillet 2016. L'image qu'on s'en faisait, c'était vraiment speedboat. C'est-à-dire qu'on monte dedans, faut se remettre dans un contexte où on est 200 personnes et il faut se remettre dans un mode startup. C'est-à-dire qu'on va recréer un produit en interne et on va essayer de le lancer. Et ça, il faut être le plus efficace possible et aller vraiment le plus droit possible. Pour ça, on a fait en sorte de s'organiser et on était donc en feature team. Les feature teams étaient organisés plutôt autour d'un set de fonctionnalités. Donc pour rentrer dans le détail, on avait une squad qui était sur la watching, qui s'occupait vraiment du player, de l'intégration du player et tout l'écosystème autour du player. C'est quand un utilisateur regarde une vidéo, ce qui se passe autour, les recommandations, etc. Une squad discovery qui était pour découvrir le catalogue, chercher des vidéos, la home page et finalement tout le reste.
La squad C, c'est la squad growth qui était là lorsqu'on fait une refonte produit, c'est plutôt la préparation du launch. Quelles sont les métriques qu'on met en place, quelles sont les hypothèses qu'on fait sur notre produit et comment on fait en sorte que lorsqu'on lance le MVP, jour 2, jour 3, jour 4, jour 7, on mesure bien l'impact de ce MVP par rapport à une vision. Il y a toujours, on en parlait tout à l'heure, un décalage entre le moment où on conçoit et on fait des études qualitatives auprès de nos utilisateurs, on pense que ça va fitter, et l'usage réel. Donc ce qu'on voulait faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on lançait ce MVP, qu'on ait bien quantitativement les retours et comprendre comment ça fonctionnait. Donc squad A, squad B, squad C, donc 3 squads focalisés pour délivrer. Et dans ces squads, de manière pluridisciplinaire, on avait des front-end, de l'iOS, de l'Android, du back-end. Et donc voilà, c'était parti et on part sur le MVP de cette manière-là. Donc ça part sur des design sprints qui commencent à l'été et une exécution qui commence fin 2016. Donc au moment où j'arrive en début 2017, moi je suis arrivé, les sprints avaient commencé et c'est là où il y avait des choses qui fonctionnaient bien et d'autres choses qui fonctionnaient moins bien. Ce qui fonctionnait bien, vraiment, c'était le fait d'avoir des équipes alignées sur une vision. Ils savaient exactement pourquoi ils étaient là. Tout le monde était engagé, focalisé pour sortir ce MVP. Donc on pouvait parler à n'importe qui, ils savaient ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Mais voilà, tout se coordonnait grâce à l'engagement des personnes et à l'investissement des personnes. Par contre, ce qui fonctionnait moins bien, c'était la visibilité par plateforme. C'est-à-dire que quand on fait un launch finalement d'un produit comme ça, et qu'on le fait cross-platform entre iOS, Android, le site web mobile, on a lancé Xbox, l'Apple TV en même temps, c'est comprendre... Voilà, quand quelqu'un dit « je sens qu'on est en retard », comment quantifier ça? Pour vous donner un ordre d'idée des problèmes qu'on avait, par exemple, on avait des épiques dans Jira, on voyait pas mal d'épiques en parallèle in progress, et quand on demandait aux gens cette épique elle est in progress, où on en est, on avait des réponses qui est sur iOS on a bientôt fini, sur le web on vient de commencer. Donc je sentais que cette épique elle allait rester longtemps sur Jira, quoi. Elle est restée longtemps en in progress jusqu'à ce que toutes les plateformes terminent et qu'on puisse le mettre en done. Et finalement, pour quantifier un petit peu l'avancement et le delivery, pour savoir ce sur quoi on serait à l'heure, ce sur quoi on est en retard et essayer de quantifier ce retard-là, on a décidé de re-switcher de feature team à ce qu'on appelle plus classiquement des component teams et donc avoir une squad liée plutôt au web avec une visibilité sur leur roadmap et sur leurs itérations, sur le site web mobile et sur le desktop, mais dédié sur leur plateforme, une squad iOS, une squad Android. Okay. De cette manière-là, on a, au bout de quelques jours, gagné en visibilité en se disant « Ok, je split les épiques, j'en fais des épiques par plateforme et j'essaie de voir la visibilité et la vélocité de chaque équipe. » Également, les squad masters qui gèrent le backlog gagnaient aussi en efficacité parce qu'ils n'avaient plus à regarder à droite, à gauche et derrière eux pour savoir comment s'avancer, ils avaient des teams beaucoup plus focus. Ce que ça nous a permis de faire aussi, c'est de revoir un peu notre copie. On avait pour ambition de sortir un MVP à l'été, sur l'ensemble des plateformes que je vous ai citées, worldwide. Ça, c'était le plan initial. C'est un gros risque. On va dire qu'on était très joueurs. Et finalement, on a décidé d'anticiper un petit peu sur les plateformes sur lesquelles on était plus en avance, donc sur iOS et Android, en faisant une bêta launch qui a eu lieu en printemps 2017. Donc une phase de recrutement de bêta-testeurs, c'était du bêta-test privé sur Google et sur Apple. On a fait en sorte de recruter des bêta-testeurs et on a eu plusieurs milliers de bêta-testeurs. Ça nous a permis, déjà de tester que notre plan de tracking, qui est pour le coup pas Google Analytics, on fait un plan de tracking interne, puisqu'on utilise cette data-là pour alimenter nos algorithmes, pour vérifier que tout fonctionnait bien. Pour ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on s'est mis un défi en plus, on a fait une nouvelle API en plus de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas réutilisé l'API REST existante qui ne matchait pas forcément le besoin de ce nouveau produit, on a fait une nouvelle API en Python, en GraphQL, et ça nous a permis aussi cette bêta-là de sizer un petit peu nos serveurs et vérifier par rapport au nombre d'appels, etc., est-ce qu'on était bien sizé d'un point de vue serveur. Donc sur quelques milliers d'utilisateurs, et ça nous a permis d'ajuster pas mal de choses. Donc ce bêta launch, c'était vraiment, on va dire, la balle de chauffe, on va dire. Ça, on a sorti ça, on a mesuré s'il y avait un vrai décalage entre ce qu'on pensait que les utilisateurs feraient et ce qu'ils font réellement, même si les quelques milliers d'utilisateurs qu'on a eu, c'était assez limité en termes de profil qu'on cherchait à atteindre in fine et en termes de learnings.
mais ça nous a donné un premier set de learnings pour nous amener jusqu'à l'été 2017, donc juillet 2017, où on annonce officiellement le lancement du nouveau Dailymotion en France. Donc le scope qui était MVP worldwide sur toutes les plateformes, on l'a découpé en bêta, MVP launch en France, et quelques mois après, un rollout partout dans le monde. Ce rollout, c'était aussi une stabilisation de nos features, stabilisation de notre plateforme et meilleure compréhension de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. On s'est rendu compte aussi, bien sûr, qu'un produit, même si on l'avait lancé en France, que ça fonctionnait, quand tu le lances au Pakistan, bah, c'est d'autres usages, c'est d'autres vidéos, et finalement, c'est d'autres moments, et donc l'usage n'est pas forcément le même. Et enfin, il y a la phase qu'on a vécue sur la fin de l'année, qui est plutôt la phase de learning. Ok, maintenant qu'on a sorti globalement, quels sont les learnings qu'on a, qu'est-ce qui marche pas du tout. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a passé vachement de temps sur un truc que personne n'utilise et qu'on a passé pas beaucoup de temps sur un truc que tout le monde utilise. Et c'est là, ça permet d'ajuster le truc. Et je vous ai menti, on n'était pas du tout en speedboat, ça ressemblait plutôt à du rafting. Beaucoup de vagues de face et beaucoup de rames sorties pour sortir le truc. Quand je parlais d'engagement tout à l'heure, c'est ça. C'est quand vous avez des équipes engagées pour quelque part participer à un gros challenge, ils voulaient vraiment arriver à faire ce truc-là. Ils sortent les rames et ils y vont. On a fait des nocturnes, on s'est donné, mais on l'a sorti en temps et en heure et on a eu des wins qui étaient intéressants. Ça, on s'y attendait pas forcément. On s'attendait plutôt à sortir un nouveau produit et avoir plutôt une baisse d'adoption, d'audience, etc. Et finalement, on a vu sur quelques marchés clés, la France, l'Angleterre, les US, une augmentation de notre audience de l'ordre de 30%. Sur un espèce de tunnel qu'on a fait, si vous voulez, pendant un an, on a dû sortir 2 versions sur iOS, qui étaient des fixes majeurs ou des adaptations d'OS. Le site web, il y avait des bugs évidents et on disait non, on va se focaliser, on va pas perdre de temps sur le legacy, on va passer toute notre énergie sur la nouvelle stack. C'est peut-être ça. Et finalement, tout ce pari qu'on a fait a été payant en termes d'audience avec de l'ordre de 30%. La refonte de l'ensemble de nos clients plus la nouvelle API nous a permis surtout de gagner en performance. Sur certains écrans, on voit des performances comparées à l'expérience existante de l'ordre de x4, c'est-à-dire qu'on était 4 fois plus rapide avec la nouvelle expérience qu'avec l'ancienne. Et surtout, c'est ce repositionnement autour du premium, est-ce que ça fonctionne? Et le gros win qu'on a eu, c'est ça. C'est que là où on générait beaucoup d'audience sur du contenu qui n'est pas en ligne vraiment avec la nouvelle vision, c'est qu'aujourd'hui sur le contenu premium de partenaires vérifiés, on a une augmentation de l'ordre de 800% sur ce contenu-là, du fait qu'on le surface, du fait qu'on le pousse dans nos algorithmes, et finalement les gens qui arrivent sur le site commencent à regarder des vidéos, regardent d'autres vidéos, on pousse ces vidéos-là et il y a une meilleure consommation. Donc le pari de ce MVP finalement se révèle gagnant, et ça c'est un des plus gros wins. Maintenant qu'on a ces wins et qu'on a tout le monde qui a cravaché pour y arriver, il y a une dynamique qui se crée, il y a une énergie, et là on se dit comment on retrouve le deuxième souffle, quoi. Et ça c'est un des plus gros défis qu'on a à relever aujourd'hui et que j'ai vécu dans des missions auparavant, c'est qu'une fois qu'on s'est donné, c'est quoi le second souffle, comment on se redonne de l'air, comment on recrée une dynamique. Et donc comment on garde ce qui fonctionne bien et comment on essaie de corriger ce qui ne fonctionne pas pour avancer. On appelle cette deuxième phase, qu'on se fixe en target d'ici à l'été 2018, Vision Realignment. C'est un très joli nom pour dire, on va, auparavant on est parti d'une feuille blanche, on a refondu l'ensemble de notre produit et on a fait un pari qui s'est révélé plutôt gagnant. Maintenant qu'on a un pari qui est gagnant, on ne va pas refaire all-in, on ne va pas reprendre les jetons et refaire all-in au prochain coup. On va se baser sur ce win-là et comment on va faire évoluer ça pour corriger ce qui ne fonctionne pas. Et il y a des choses évidentes qui ne fonctionnent pas. Comment on fait en sorte que ce qui fonctionne encore mieux et comment on va chercher du growth exponentiel par rapport, c'est pas les 30% qu'on vise, c'est du 100%, 200%, 300%.
Et là, toujours avec ma belle métaphore des bateaux, c'est plus de la voile. C'est-à-dire qu'on a une ligne d'arrivée et puis il faut profiter des vents qui vont nous pousser en avant, comprendre les vents contraires et comment on va se réajuster pour trouver le meilleur chemin pour y arriver. Et pour ça, on a décidé de se réorganiser, encore une fois, autour de ce qu'on appelle des feature teams, avec aussi du recrutement qui a eu lieu. Donc on a un peu anticipé ça, du recrutement de responsables produits, de développeurs, parce qu'on n'était pas beaucoup pour faire cette refonte, et pour structurer maintenant, aujourd'hui, les squads de cette manière-là. Donc on a un trinôme produit, squad lead, squad master et growth qui travaille vraiment sur l'analyse, grâce à ce tracking qu'on a mis en place, des données réelles. Donc là, c'est plus qualitatif, hein, c'est factuel. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sur lesquels on va faire des hypothèses. On va faire des hypothèses sur, ok, ça ne fonctionne pas, si je faisais comme ça, bah, je pense que ça ferait ça. Et donc, ces teams-là, aujourd'hui, et vous pourrez parler au product manager, passent énormément de temps dans la conception, dans la compréhension de cet usage. Mes expériences auparavant m'ont montré que l'agilité c'était bien parce que ça donne du rythme aux équipes et on réalise toutes les 2 semaines, etc. Mais quelquefois, on réalise parce qu'il faut réaliser. On réalise parce que on l'a prévu comme ça, on le réalise et après on passe au prochain et ce rythme-là nous entraîne quelque part à juste réaliser des projets et pas forcément voir l'impact. Ce qu'on fait dans cette séparation entre product et squad master, c'est de faire en sorte qu'on a un responsable opérationnel qui est vraiment focalisé sur le delivery, okay, et on a des product managers qui sont un peu plus en recul par rapport à tout ça, et leur quotidien c'est vraiment de creuser la data, de creuser les usages, de prendre des données quali, quanti, d'analyser le marché et de faire en sorte de scoper au mieux pour, encore une fois, avoir plus d'impact sur notre projet. Donc, quels sont les différents découpages? Nos 3 squads, à date, sont acquisition, engagement, loyauté. Donc c'est une équation de growth qui fonctionne. Hein. Si j'ai plus de nouveaux utilisateurs qui arrivent et qu'ils arrivent sur la plateforme et regardent plus de vidéos, et demain, il faut que je les fasse revenir sur la plateforme. Au final, cette équation nous permettra, on pense, d'avoir un meilleur growth. Et ces squads-là, on les a rendus autonomes, c'est-à-dire que le trinôme est là pour définir, donc ils ont des missions hein, qui sont claires, qui sont écrites ici, et eux, ils ont la responsabilité de regarder, de creuser et de faire en sorte d'atteindre ces KPI-là. En tout cas, le growth sur ces KPI-là. Je vais rentrer très rapidement, parce que c'est la fin de ma présentation, sur comment on fait pour scoper, mais je suis bien sûr disponible si vous avez d'autres questions plus en détail. On utilise un Lean Canvas aujourd'hui pour scoper nos projets. On parle de la problématique. Voilà, aujourd'hui on voit ci, on voit ça. Typiquement, on voit que les gens ils arrivent sur la watching experience, ils regardent une vidéo et certains s'en vont. Ok, comment je fais pour résoudre ce problème-là? Donc ça c'est un problème. J'essaie de trouver une solution, ou une ou plusieurs solutions, et j'essaie d'en estimer des métriques. Quelle est l'hypothèse? Si je fais ça, je pense que je vais grossir de manière conséquente. Si je fais ça, je ne vais pas forcément faire bouger trop cette KPI, mais c'est un enabler pour un autre. Et chaque tribe, chaque squad vient avec cette conception d'épique, avec ce Lean Canvas, et on se rassemble durant une journée chaque trimestre, durant un planning day, qui est la grande messe, qui nous permet de toutes les tribes de se mettre ensemble pour présenter les épiques, et surtout décider ensemble quelles sont les priorités de l'entreprise. On a... j'imagine, en tout cas moi j'ai vécu trop de moments dans des entreprises où on a l'impression qu'on avance tous dans le même sens mais on ne se le dit pas vraiment et à la fin on se rend compte que machin a travaillé sur A, moi j'ai travaillé sur B et puis finalement si on avait travaillé tous les deux sur A on aurait eu plus d'impact. Donc le planning day c'est vraiment fait pour ça, c'est fait pour s'aligner sur... tu mets la pression là. C'est bientôt fini. Ok. Le planning day, c'est vraiment pour s'aligner sur la priorité de l'entreprise, estimer là où on aura plus d'impact et faire en sorte que 200 personnes travaillent pour le même objectif. Alors ma conclusion va être Captain Obvious. On a cherché, via ces différentes expériences, de comprendre à quel moment on n'était pas efficace et de changer très vite pour devenir efficace. L'organisation, à un moment donné, peut avoir une certaine latence. Et ce qu'on a compris, c'est qu'en changeant rapidement, on met aussi les personnes dans un mindset où ils comprennent que si ça ne fonctionne pas, il va falloir changer vite. Et ils sont plus à même de comprendre que ça risque de changer. Et donc, il faut avoir très
beaucoup de recul sur le fait qu'une organisation ne s'adapte qu'à des moments de projet. Il faut l'adapter à certaines dynamiques. Il y a des moments où il faut être focalisé sur quelque chose, il y a des moments où il faut plus se poser pour réfléchir. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Sur le dernier modèle d'organisation que je vous ai montré en squad autour des KPI, on est en test and learn, et il est possible qu'au prochain meet-up, je vous fasse une présentation sur le fait que ça n'a pas du tout marché et qu'on va faire complètement autre chose. C'est possible, mais ce sera avec un grand plaisir que je vous représenterai la suite. Merci.